Bien, bonjour à tous et merci de nous accueillir, de nous laisser 18 minutes. Je vais commencer à vous parler de mon idée, mais avant de parler de mon idée, je vais parler qui est de la lutte contre la pensée collective. Je vais vous parler très brièvement de moi, puisque ce que je soutiens comme idée, évidemment, je l'applique non pas au sport, non pas à ma vie familiale, mais à l'ensemble de mes vies. Donc je me présente très vite, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis président de 2 associations, je suis entraîneur d'un club d'athlétisme, je suis organisateur d'un événement national, je suis chef d'entreprise et je suis un petit peu sportif sur les bords, plutôt orienté course extrême, on va dire. Alors c'est quoi la course extrême? Histoire de ne pas consommer mes 18 minutes tout de suite, je ne vais pas toutes les lister, mais je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez vous projeter. J'ai traversé la vallée de la mort, 217 km sans m'arrêter par 55 degrés, 2 jours et 45 de nuit. J'ai couru 150 km sans m'arrêter sur le cercle polaire par moins 28. J'ai couru sur l'Everest, j'ai couru sur les Annapurna. J'ai traversé le Sahara à peu près dans tous les sens. Des courses, voilà, on va dire non-stop, en autonomie, font autour de 200-250 km pour moi. Des courses un peu plus longues font 500, 600, 800... 900 km. Je cours à 6000 mètres d'altitude. J'ai gravi le Kilimanjaro en courant. Voilà, ça c'est un petit peu mon environnement. Et puis, donc vous l'aurez compris, je suis un petit peu coureur à pied quand même. J'ai été piqué un peu au vif il y a quelques années par rapport à l'image de mon territoire. Alors, je fais une petite parenthèse. Moi j'ai vécu 10 ans à Saint-Saint-Denis d'ici, donc c'est une expérience merveilleuse aujourd'hui de revenir sur ma terre natale, mais j'habite dans le Loir-et-Cher et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour le Loir-et-Cher. Et je vais surtout prouver, au-delà du Loir-et-Cher, que la problématique qu'on a, la limite, c'est nous. Voilà. C'est pas l'État, la santé, je sais pas quoi, les budgets, tout ce qu'on veut, c'est nous. Donc je me suis dit, il faut que je tente quelque chose de fou, en tout cas aux yeux des autres, et leur prouver que non, c'est parfaitement logique, parfaitement descriptible, parfaitement prévisible. Et donc je me suis dit, allez, banco, j'attaque un record du monde. Qu'est-ce qu'il y a comme record du monde intéressant? Dans ma discipline, on risque de me dire que c'est trop facile. Donc je vais prendre une discipline qui n'est pas la mienne. Je vais me lancer dans le triathlon. Et là je découvre, je suis quand même un petit peu orienté sur les sports longs, vous l'aurez compris. Je découvre que dans le triathlon, enfin je connaissais évidemment, mais je découvre que dans le triathlon, il y a un record du monde qui me semble fort sympathique, parce que je vais le battre. Dès que je le vois, c'est d'enchaîner 10 Ironman en 10 jours. Alors un Ironman, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est enchaîner 3,8 km de natation avec 180 km de vélo, et on termine par un petit marathon, donc 42 km de course à pied. Donc le record du monde est de 10. Voilà, 10 en 10 jours. Et je me dis, donc ça fait 226 km un Ironman, et je me dis, super, si je le double, bah, je veux le battre, ça c'est sûr. Si j'en fais 11, c'est nul. Si j'en fais 20, ça peut intéresser peut-être des copains sportifs. Si j'en fais 30, ça commencerait à être pas mal. Et en fait, je vais en faire 40. Parce que 40, ça me paraît bien, ça me paraît vraiment complètement démesuré pour prouver ce que j'ai à prouver. Et puis, comme j'habite dans le Loir-et-Cher, limite, je m'exclus pour faute professionnelle. Je ne peux pas en faire 40, je vais en faire 41, évidemment, vous avez compris que c'est le numéro de mon département. Donc j'annonce banco que non seulement je vais tenter, mais je vais réussir, je vais faire 41 Ironman en 41 jours. Ce que j'ai fait à l'été 2015, donc 9266 km en 41 jours. Au passage, j'en ai battu un deuxième, je ne le savais pas quand je me suis lancé, c'est d'en faire le plus, d'en faire 44 en un an. Forcément, ça aide quand on en fait 41. Voilà. Alors moi, je suis venu vous parler d'une de mes caractéristiques, j'en ai plein, comme vous. D'abord, je suis normal, je suis absolument comme vous, mais j'ai comme caractéristique très claire dans mon esprit que je n'ai pas pour habitude de penser comme les autres. Avec 2 préceptes importants. Le premier, c'est que j'ai pas besoin de me démarquer ni de me faire voir pour penser comme les autres. Et je suis en opposition avec personne. Par contre, dans les faits, il apparaît assez régulièrement, pas systématiquement heureusement, que je suis pas forcément dans le mouvement, ou en tout cas dans la majorité. Et cette fameuse majorité, ça s'appelle la pensée collective. Et moi, cette pensée collective, c'est celle dont je viens vous parler aujourd'hui. Elle me bute, c'est un frein. Voilà. C'est un frein, elle me donne des boutons, donc j'adore me battre contre la pensée collective, juste par principe et surtout par bien-être.
Alors c'est quoi la pensée collective? Bah, évidemment, c'est penser ce que pense la majorité. Voilà. Donc, dès que la majorité pense, bah, si on est dans ce mouvement-là, on est un petit peu dans la pensée collective. Alors ça s'applique à tous les domaines, hein. C'est pour ça que je vous ai parlé de ma vie brièvement avant et de mes domaines, je dirais, d'activité. Bah, on peut en parler en politique, en sport, en médecine, en, oui, en travail, en histoire, voilà, peu importe. Alors c'est quoi mon problème avec pourquoi c'est un ennemi la pensée collective? Alors j'ai oublié de vous dire, moi mon ennemi c'est ni la finance ni les étrangers. C'est histoire de rester dans l'air du temps. Ouais, mon ennemi c'est le fait de penser d'être dans la pensée collective, parce que la pensée collective ça veut dire quoi? La problématique c'est pas de penser comme la majorité. Heureusement, moi aussi ça m'arrive. Non, la problématique c'est d'intégrer ce que pense la majorité dans ses éléments de décision. Voilà. C'est-à-dire que si à un moment, ce qui nous permet de faire un choix, on s'est dit ah ouais mais si tout le monde pense ça, ça doit être vrai, ben moi ça me pose un problème. Voilà. Ça me pose même un gros problème. Ça s'appelle la subjectivité. Et comme je suis un peu performeur quand même, en tout cas ambitieux, ça j'hésite pas à le dire, ben, je peux pas être subjectif, j'ai besoin d'être objectif, factuel, efficace, c'est une nécessité. Pareil, encore pire, hein, y a ceux qui se disent ah bah si tout le monde pense comme ça, c'est le bon choix. Je vais même pas me laisser influer un peu, c'est que je vais de fait prendre la majorité. Alors des exemples, ça veut dire quoi concrètement dans tous les domaines? Bah, quand on n'a pas le temps, c'est qu'on est débordé ou qu'on nous en demande trop. Il y en a qui se posent la question des fois si on a raté Facebook, Internet, la télé, il y a peut-être moyen de gagner du temps. Si on n'a pas pris des engagements qu'on n'est pas capable de tenir, on a peut-être moyen de gagner du temps. Courir à 6000 mètres d'altitude, bah, tout le monde le sait, hein, il y a un manque d'oxygène, donc c'est pas possible. Ah, pas de chance, moi je l'ai fait des dizaines de fois. Donc c'est possible, peut-être autrement, mais c'est possible. Les femmes ont toujours froid. Je le sais. Alors, j'ai fait des expériences, j'ai emmené des femmes dans l'Himalaya, très haut, toutes frileuses, 100%. Puis je leur ai expliqué les techniques et elles ont eu toutes trop chaud. Donc on peut effectivement se dire que par défaut on a froid, qu'on se couvre de plus en plus. Mais non, ça c'est être la pensée collective, être dans le réflexe, etc. Quadrupler un record du monde, évidemment, ça paraît complètement n'importe quoi. Donc comme c'est n'importe quoi, il y a deux cas possibles dans la pensée collective. La pensée collective, elle dit bah, c'est complètement impossible, il n'y arrivera pas. Ça c'est les plus gentils. Et puis les plus féroces, on va dire, forcément s'il y arrive, c'est qu'il est dopé. Moi j'ai déjà couru un marathon. T'aurais vu comment j'étais cassé quand je suis arrivé? Si le mec il fait 2 Ironman déjà d'affilée, c'est pas possible. Voilà, ça c'est la pensée collective. Et puis comme il y en a d'autres qui vont l'alimenter, alors ça se trouve, il y a un entraîneur qui m'a dit que j'ai entendu un médecin qui a dit que c'était pas bon pour, et ça y est, on rentre dans la pensée collective. On va intégrer la vie des autres sans arguments fiables. Alors, intégrer la vie des autres, je suis pas en train de vous dire arrêtez d'écouter les autres. Hein. Écoutez leurs arguments. Écoutez, je dis pas entendre, hein, une grosse nuance. Écoutez leurs arguments, comprenez, et jugez de la validité des arguments. Une fois qu'on en a jugé, qu'on a une valeur sur cet argument, là ça vaut. Le corps bah, évidemment, il est pas fait pour courir 9266 km. Alors moi, dans les anecdotes que je vais pouvoir vous dire, j'ai un médecin, une femme. Non, il y a une femme qui m'a appelé un jour, je ne savais pas qui c'était. Elle m'a dit bonjour, je suis médecin. Ce que vous allez faire, c'est du grand n'importe quoi. Le corps n'est pas fait pour ça, c'est inadmissible. Je ne comprends pas qu'on puisse se mettre dans un état pareil, tenter un record pareil. Donc c'était évidemment, vous l'avez compris, avant ma tentative de faire un record du monde. Et elle m'explique en long, en large, en travers que c'est n'importe quoi, que je me mets en danger et que vraisemblablement je vais même mourir. Voilà. Donc vous avez peut-être vu au début, là, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je dis, il a peut-être pas tort, hein, ça se trouve. Je dis, vous avez quoi comme argument? Ah bah, le corps, il n'est pas fait pour ça. Non, mais en argument, il n'est pas fait pour ça. D'accord, bon, bah, alors je continue. C'est pas parce qu'elle a un diplôme de médecin que. Voilà, moi je suis prêt à écouter tout, au contraire. J'ai pas particulièrement envie de lâcher mes enfants et mon épouse. Donc il faut qu'on m'apporte des arguments. À partir du moment où on n'apporte pas, bah, je continue sur ma pensée, parce qu'elle me rassure vachement et je sais comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, etc. Et juste pour la petite anecdote, j'avais 2 bilans sanguins, alors j'en avais plein avant, hein, mais j'avais 2 bilans sanguins par semaine pendant mes 41 jours, 5 pages de bilan, qui ont prouvé quoi? Qui ont prouvé qu'au bout de 41 Ironman, j'étais plus en forme qu'avant d'avoir commencé.
C'est ça la lutte contre la pensée collective. Alors moi, je n'imaginais pas que j'en arriverais là, hein, très objectivement. J'imaginais juste que j'en étais capable et d'arriver dans le même état. Le corps est quand même sacrément bien fait. Si on s'en sert, si on est capable de se remettre en question, si on est capable de s'ouvrir, ce que vous venez faire là, on peut progresser dans tous les domaines. Et mon corps me l'a bien rendu. Et ça a été en plus prouvé scientifiquement. J'ai oublié de vous dire, puisque comme j'étais dopé pour y arriver, j'ai aussi un test antidopage, malheureusement négatif. Dans les autres pensées collectives classiques, évidemment, quand on a une toute petite entreprise, alors moi je suis chef d'entreprise, j'ai une toute petite entreprise, et si on a une petite entreprise, on ne peut pas travailler avec des grands groupes internationaux. On demande des garanties, on besoin des contraintes et tout ça, donc c'est pas possible. Encore moins avec les grosses institutions, moi je fais tout. Voilà. Je travaille avec et je suis pas le seul, hein. Mais je travaille avec l'industrie automobile, pharmaceutique, tout ce que vous voulez, les centrales nucléaires, avec plein d'institutions. Il n'y a absolument aucun problème. Courir avec une déchirure musculaire, avec quelque chose de cassé, avec une hernie crurale, médicalement, c'est pas possible. Voilà. Pourtant, je l'ai fait un paquet de fois. Alors, j'ai aucune fierté d'avoir fait, aucun plaisir non plus, si ce n'est celui d'avoir prouvé que c'était possible. Mais c'était pas mon ambition du moment. Et pourtant, je l'ai fait des tas de fois, avec un pied cassé pendant des centaines de kilomètres. C'est possible. J'ai eu une hernie crurale un jour, ça m'est arrivé au Tibet. J'étais à 5700 mètres d'altitude. J'étais en train de voir quelque chose de magnifique. J'ai fait une chute, je me suis transpercé l'intestin. Il y a un médecin qui était dans la course et qui me détecte une hernie crurale. Et donc là, il me dit pronostic vital engagé, évacuation immédiate, etc. Je dis évacuation de quoi donc, tu vas m'expliquer ce qui se passe en moi, comment est-ce que je dois être vigilant et tout ça. J'ai fini l'étape, j'ai couru 8 heures. Normalement, au bout de 15, je devrais être mort. J'ai couru 8 heures. J'ai voulu repartir le lendemain, on m'a forcé. J'ai été évacué en France par mon assistance. Je suis rentré. J'ai racheté un billet d'avion. Je suis retourné au Népal et j'ai fini la course. Une que j'adore. Si ça le ment, c'est de la qualité. Ça, c'est connu, hein. Je sais pas, personne n'a eu de désagrément, moi ça m'est déjà arrivé. C'est pas plus une garantie que d'être français ou peu importe. Voilà. Et puis doit-on rappeler ce qui s'est passé avec Hitler et le nazisme sur ce que peut entraîner la pensée collective dans ce qu'elle a de plus stupide. Voilà. Alors pourquoi elle est perverse, la pensée collective ? Elle est perverse parce que ça veut dire que potentiellement ce qu'on nous bassine, ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous explique, c'est potentiellement faux. Voilà. Alors on ne peut pas avoir des réponses sur tout, mais déjà se poser des questions, chercher, creuser, analyser, ne serait-ce qu'avoir cette démarche-là, c'est déjà refuser d'être dans la pensée collective. Le deuxième effet pervers, c'est que le monde évolue. Alors, dans nos années, plus que jamais, quoi. Donc ça veut dire que ce qui a été vrai un certain temps, ça ne l'est pas forcément encore aujourd'hui. Je vous invite juste à vous poser des questions et à chercher l'objectivité en permanence. Ce qui fait qu'on est tenté par la pensée collective, c'est qu'on est tous des humains, avec tous nos fléaux, nos tares d'êtres humains, qui sont quand même vachement chouettes, hein. Mais il faut les accepter, il faut en avoir conscience. Le confort, parce qu'on a envie de perdre son confort. C'est agréable le confort, hein. Moi j'aime bien aussi, hein. Mais voilà, ça peut orienter un jugement et puis de se dire, non, s'il pense ça et que ça me garde mon confort, c'est quand même bien, hein. Moi je suis plutôt comme ça. La simplicité, le moindre goût de l'effort, c'est un sale mot en ce moment, le goût de l'effort. Voilà, ou les autres c'est bien s'ils en font, mais nous c'est plus compliqué. Donc si on a des pensées qui nous arrangent et qui nous évitent de faire des efforts, c'est quand même pas mal. Le sentiment d'appartenance, évidemment, c'est quelque chose qui fait qu'on va être très content d'être dans le groupe, qui pense que voilà, on en est. Voilà. Donc on est dans la pensée collective. La peur d'être jugé, oui, mais si je suis contre les autres, ça se trouve, on va me montrer du doigt, ils ne pensent pas comme nous. L'ego, évidemment, et puis plus basiquement, je dirais jusqu'à l'histoire ancienne de notre humanité, c'est toujours bon d'être du côté d'effort. Finalement, je vais me laisser tenter par cette pensée collective. Alors moi, j'aime pas la pensée collective. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas besoin de me sentir différent. J'ai besoin d'être en phase, en adéquation totale avec mes pensées, et j'ai surtout besoin de maîtriser le sujet dans lequel je suis. Voilà. Et que je sois dans le sport, dans l'entreprise, dans le démarchage commercial, dans le bénévolat, dans tout ce que je fais, j'ai besoin d'un sentiment de maîtrise. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément fort pour moi, c'est que j'ai horreur des excuses. Moi, par définition,
Quand je me trompe, quand je me plante, c'est de ma faute. Et même si c'est quelqu'un qui s'est planté autant, non. Moi, je suis président de 2 associations, vous êtes là. S'il y en a un qui se plante, qui fait une connerie, c'est de ma faute. Je vais peut-être pas expliqué à quel point c'est dangereux. Je vais peut-être pas dit ce qu'il fallait faire. Je vais peut-être pas dit ce que j'attendais, donc forcément il a fait autre chose comme il pensait, bien, mais comme il pensait, etc., etc. Si à partir du moment où vous pensez que s'il y a une erreur autour de vous, c'est pour la faute de l'État, des couillons qu'on a dans l'entreprise, du voisin, des étrangers, de je sais pas quoi, machin, forcément vous allez faire plus d'efforts dans votre communication, dans votre comportement, et vous allez être plus exigeant sur votre réflexion et organisation. Et par voie de conséquence, vous allez lutter contre cette fameuse pensée collective. Alors si mon avis est en phase, ça ne me donne pas de ton quand même, hein. Il m'arrive heureusement très régulièrement même d'être en phase avec ce que pense la majorité. Mais en tout cas, je m'interdis d'être dans la pensée collective. Voilà. Je veux bien être dans une majorité, mais je n'ai pas besoin d'être dans la pensée comme les autres. Et puis, si ça ne le fait pas, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que je suis rebelle ou résistant. Non, ça ne me gêne pas parce que je suis en confiance. Je suis en confiance parce que j'ai fait des efforts pour réfléchir à plein de choses. Je pense avoir mis tout ce qu'il me faut en objectivité pour avoir un avis. Et à partir du moment où j'ai réfléchi et que je suis objectif, je suis confiant. Et moi, si je suis confiant, je pense que c'est pareil pour vous, je suis performant. Je suis performant et surtout j'évite de me poser des questions. Ah oui, mais si je me trompe, ah bah oui, non, tu as déjà réfléchi, c'est fait. Voilà. Si on a réfléchi, le problème se pose pas. Voilà. Et moi j'ai besoin d'être bien dans ma peau et de réfléchir, ça me donne une puissance totalement folle. Je dirais même que c'est euphorisant, ni plus ni moins, de se sentir maître de son destin et non pas dans un train qui va nous emmener on ne sait pas où. En tout cas, on est dans le train. Et donc ce qui est sûr, c'est que plus on est sûr de soi, plus on avance vite, et moins on se pose des questions. Alors je vais donner des exemples quand même. Allez, la barre énergétique. Ah, c'est génial. Quand j'en mange, barre ou boisson, vous avez le choix. Forcément, vous avez une énergie d'air, c'est un truc de dingue. Bon, moi sur un Ironman, je mange des crêpes, je mange des pâtes, je mange de la brioche, du boudin, du foie. Voilà. Mais je sais ce que je mange, je sais pourquoi j'en ai besoin. Je sais à quel moment, à quel rythme, voilà, je suis dans la maîtrise. J'ai une confiance totale. Alors que les autres, ils me regardent avec des yeux comme ça, ou un point d'interrogation comme ça. Je m'en moque. Je sais pourquoi j'en suis là. Je sais pourquoi j'ai fait ces choix-là. Je sais que ça va marcher. J'ai une confiance totale en moi parce que j'ai réfléchi objectivement. Deuxième exemple, pour terminer, évidemment, quand il fait très froid, on se couvre. Eh ben non, pas moi. Évidemment, j'ai pas de caractéristiques physiques qui font que je suis à l'abri du froid. Hein. Non, je suis absolument comme vous tous. Non, j'ai juste trituré la problématique longtemps et je me dis, ouais, mais quand je suis sur l'Everest, en fait, je suis vachement mieux à courir en short et en maillot. Alors, ce qui fait bizarre, pour la petite anecdote, hein, c'est quand je m'amuse à doubler des gens qui sont encordés comme ça, qui avancent à des valeurs, et là, ils voient un gars qui passe en courant en short et en maillot. J'avoue, j'ai un petit plaisir quand même. J'avoue que je dois casser quelques rêves d'héroïsme à ces altitudes-là. Mais en fait, pourquoi je suis bien en short? J'ai rien à prouver. Hein. Je savais même pas qui serait là. Non, c'est juste que j'ai une dépense énergétique qui est importante. C'est juste que ça me permet de réguler. Et c'est juste que je sais que si je suis trop couvert et que je transpire, non seulement je vais être très mal, je suis épuisé, mais en plus je prends un risque. C'est-à-dire que si j'ai de l'humidité sur moi et que je m'arrête, quand je suis sur le cercle polaire ou quand je suis là-haut à 6000 mètres d'altitude, je peux garantir que ça ne dure pas longtemps. L'eau à moins 20 degrés, ça ne fait pas bon ménage. Voilà. Juste d'avoir un échange thermique, d'avoir réfléchi à ces problématiques-là, ça m'a permis de me dire, ok, je partirai comme ça, je suis confiant, je sais pourquoi je vais le faire, et je sais que ça va marcher. Évidemment, bien sûr, j'ai un petit blouson à pull quand même dans mon sac à dos, et quand je m'arrête, je pense que... Voilà, et je terminerai donc sur une maxime de Coluche que j'adore, mais qui, je pense, résume parfaitement mon propos. Je ne l'avais pas compris quand j'étais petit d'ailleurs. Il disait, quand on voit ce qu'on voit, et quand on entend ce qu'on entend, vous la connaissez, on a raison de penser ce qu'on pense. Hein. Voilà, et maintenant, à vous de jouer.